Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons continuer notre formation sur le module intitulé statistique inférentielle. Et il faut comprendre que la statistique inférentielle est aussi un domaine de la statistique qui consiste à faire une généralisation ou tirer une conclusion euh, sur une population à partir des données collectées sur un échantillon de la population. Pour effectuer un bon choix de test statistique, il faut d'abord se questionner sur l'objectif de la recherche. Cherchez-vous à faire une comparaison, à déterminer une association ou à faire des prédictions ou identifier une corrélation entre les variables? Il faut aussi se questionner sur les types de données dont vous disposez. Vos données sont-elles qualitatives ou quantitatives? Combien de groupes avez-vous? Les données suivent-elles une loi normale? Les variances sont-elles homogènes? Si les conditions sont respectées, vous allez appliquer les tests paramétriques. Et si les conditions ne sont pas respectées, vous allez faire recours aux tests non paramétriques. Et il faut noter qu'un mauvais choix de test peut conduire à des conclusions erronées. Bonjour à tous. Ce même diapositive reporte les informations de diapositive précédentes. J'ai seulement essayé d'indiquer certaines informations avec la couleur qui seront utilisées dans la diapositive qui va suivre. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons continuer toujours sur le choix d'un test statistique et nous sommes toujours dans le cadre de la statistique inférentielle. Et comme je l'ai mentionné dans les diapositives précédentes, pour effectuer un bon choix de test statistique, il faut d'abord se questionner sur l'objectif de la recherche. Et si par exemple notre objectif est de vérifier une relation entre les variables, nous allons choisir ce qu'on appelle analyse de corrélation. Et analyse de corrélation, c'est vraiment un test, si on peut le dire, statistique qui est subdivisé en deux. Il y a ce qu'on appelle la corrélation de personnes, qui est vraiment, si on peut le dire, un test paramétrique. Et nous avons aussi corrélation de spima, qui est un test non paramétrique. Et si les données sont discrètes ou continues, c'est-à-dire les données sont quantitatives, nous allons utiliser ce qu'on appelle la corrélation de personnes. Et si nos données sont ordinaires, c'est-à-dire elles sont qualitatives, nous allons utiliser ce qu'on appelle corrélation de Spearman. Et si l'une des données, si l'une des deux variables, du moins, est catégorielle et l'autre est quantitative, nous allons utiliser ce qu'on appelle corrélation bisérienne. Et dans le cadre où l'objectif de la recherche est de faire une prédiction, on nous a donné la valeur de x et on nous demande de trouver y. Nous allons utiliser ce qu'on appelle analyse de régression. Et nous avons trois types d'analyse de régression. Nous avons analyse de régression simple, analyse de régression multiple, analyse de régression logistique. Et pour ce qui est de l'analyse de régression simple, si les données sont continues et qu'on nous a donné une seule valeur prédictrice, donc nous allons utiliser l'analyse de régression simple. Et dans le cadre où nous avons plusieurs valeurs qui nous ont été données, donc nous allons utiliser ce qu'on appelle la régression multiple. Et si les données sont catégorielles, donc c'est-à-dire les données sont qualitatives, nous allons utiliser ce qu'on appelle et que nous avons deux valeurs prédicatrices, nous allons utiliser ce qu'on appelle la régression logistique. Et dans le cadre où l'objectif de notre recherche est de vérifier une association entre deux variables qualitatives, et nous allons utiliser ce qu'on appelle le test de Kidde. Et il faut noter que dans le cadre où les conditions de test de Kidde ne sont pas respectées, nous allons faire recours à un test de Fisher. Si l'objectif de notre recherche aussi est de comparer ou de faire la comparaison entre les groupes et que nos données sont quantitatives, et nous allons procéder, si on peut le dire, à deux types de tests. Et il y a le test, il y a le t-test et il y a le t-test qui cherche à faire la comparaison des moyennes entre deux groupes. Et nous allons voir ça dans la diapositive qui va suivre. Et il y a le test ANOVA, lequel est utilisé dans le cadre où nous avons plus de deux groupes. Et nous allons voir ça dans les diapositives précédentes, ce qui vont suivre du moins. Et pour ce qui est de t-test, il faut noter qu'il y a trois types de t-test. Il y a t-test à un échantillon, il y a t-test aussi à des échantillons indépendants, il y a aussi t-test à des échantillons de
Voilà, comme je l'ai mentionné précédemment, si l'objectif de la recherche est de faire la comparaison entre deux groupes et que nos données sont quantitatives, la première des choses qu'il faut se questionner, c'est sur la distribution des données. Et il faut garder à l'esprit que si nous voulons faire la comparaison entre deux groupes, nous allons utiliser le test de students ou t-test et nous allons procéder ensuite à la vérification de la normalité de distribution et ceci peut se faire à travers ce qu'on appelle la statistique descriptive qui est une statistique qui va vous permettre de résumer vos données à travers les paramètres de tendance centrale tels que la moyenne, la médiane et le mode et les paramètres de dispersion tels que le quartile, le tendu, la variance, etc. et à travers les graphiques. Et nous allons nous focaliser sur les paramètres de tendance centrale et nous allons vérifier est-ce que la moyenne, le mode et la médiane ont des valeurs similaires. Si oui, nous allons procéder à ce qu'on appelle le test paramétrique t-test ou test de students. Et il y a trois types de t-test. Il y a t-test avec un seul échantillon. Il y a t-test avec des échantillons dépendants. Il y a t-test avec deux échantillons indépendants. Nous allons voir ça en détail dans les diapositives qui vont suivre. Et si les données ne suivent pas ce qu'on appelle la loi normale, la distribution normale, c'est-à-dire que la moyenne, le mode et la médiane ne sont pas similaires, donc nous allons procéder à ce qu'on appelle les tests non paramétriques. Et si pour ce qui est des t-tests avec un seul échantillon et t-tests avec des échantillons dépendants, nous allons utiliser le test de Clarkson. Et pour ce qui est des t-tests avec des échantillons indépendants, nous pouvons aussi utiliser le test de Wilson. Et pour ce qui est des tests monotones, et cela peut s'appliquer dans le cadre de t-tests avec des échantillons indépendants. Nous allons voir ça, Inch'Allah, en détail et nous allons voir les applications dans le logiciel SPSS aussi, Inch'Allah. Voilà, nous allons continuer avec le test ANOVA, qui est un test auquel on utilise dans le cas où nous voulons faire la comparaison entre plus de deux groupes. Et la première des choses qu'il faut retenir, il y a deux types d'ANOVA. Il y a ANOVA à une seule voie ou un seul facteur, et ANOVA à deux voies ou deux facteurs. Et il faut noter que ces deux types d'ANOVA peuvent être effectués avec ou sans répétition. Voilà. Et avant de procéder, si on peut le dire, au test ANOVA proprement dit, il faut vérifier si les données suivent une loi normale. Et si les données suivent une loi normale, vous allez appliquer ce qu'on appelle le test paramétrique ANOVA. Et il faut d'abord vérifier si les variances sont homogènes. Et ceci peut se faire à travers le pré-ANOVA test de Cochrane. Si le résultat du test de Cochrane n'est pas significatif, ce qui veut dire que les variances sont homogènes, vous pouvez procéder à ce qu'on appelle ANOVA. Et si le résultat du test ANOVA est significatif, vous pouvez aussi procéder à ce qu'on appelle le test post-hoc test, tel que test de students, test de Students-Newman, test de Dukan, Turkey. Voilà, dans le cas où le test de Cochrane est significatif, ce qui veut dire que les variances ne sont pas homogènes, et vous allez procéder à ANOVA, mais vous serez de l'obligation de transformer les données à travers l'option logarithme. Ensuite, vous procédez à ANOVA, et si le résultat du test ANOVA est significatif, vous allez procéder à post-hoc test, tel que test de Student-Newman, Dukan, Turkey. Et si le résultat du test Cochrane est significatif et que les variances ne sont pas homogènes, c'est une autre option. Vous pouvez appliquer directement le test non paramétrique, test de Kruskal-Wallis. Voilà. Et comme vous le voyez ici, si les données ne suivent pas la loi normale, il faut recourir à ce qu'on appelle le test non paramétrique, test de Kruskal-Wallis. Et si le résultat du test de Kruskal-Wallis est significatif, vous allez procéder à post-hoc test, tel que test de Turkey. Et nous allons voir, Inch'Allah, les deux types d'ANOVA auxquels j'ai mentionné précédemment, ANOVA à une seule voie et ANOVA à deux voies, de manière détaillée. Voilà, nous allons voir les différentes tailles recommandées par chaque type de test. Dans le cadre du test de Students ou t-test,
La taille minimum par groupe est de 15 à 30. Dans le cas où la taille est petite, il faut utiliser le test de Mann-Whitney ou Wilson test. Et pour ceux qui testent d'ANOVA, la taille minimale recommandée est de 20 à 30 par groupe. Et dans le cas où la taille est petite, il faut utiliser le test de Kriklas-Wallis ou Friedman test. Et pour ce qui est des corrélations, il faut une taille minimale de n supérieur ou égal à 30. Et si n est supérieur ou égal à 10, si R est fort. Et dans le cadre de la régression, il faut que la taille soit supérieure ou égale à 10, mais pas plus de 15. Et dans le cas contraire, il faut réduire le nombre de variables. Et dans le cadre du test de KIDE, où nous cherchons à vérifier l'association entre deux variables catégorielles, mais il faut noter qu'il y a deux types de tests de KIDE, il y a test d'indépendance et test d'ajustement. Dans le cas du test d'indépendance, nous devons normalement vérifier la fréquence attendue si elle est supérieure ou égale à 5 et dans supérieure ou égale à 80% des cellules. Et la taille minimale elle doit être supérieure ou égale à 20 à 30. Et dans le cadre des tableaux plus grands, elle doit être supérieure ou égale à 50. Et pour ce qui est des tests d'ajustement, on doit normalement vérifier si les fréquences attendues sont supérieures ou égales à 5 par catégorie. Ensuite, on doit procéder à la vérification sur un peu de la taille d'échantillon, où normalement elle doit être supérieure ou égale à 30, où il y a peu de catégories. Et dans le cas où on a catégories multiples, elle doit être supérieure ou égale à 50 à 100. Et merci de votre aimable attention. Nous sommes à la fin de cette partie et nous allons continuer, Inch'Allah, sur les tests paramétriques proprement dit. Et n'oubliez pas de partager, d'aimer et d'abonner à notre chaîne YouTube. Merci de votre aimable attention. Nous sommes au terme de cette partie intitulée Comment choisir un bon test paramétrique. Et la prochaine séance, nous allons continuer, Inch'Allah, sur les tests paramétriques proprement dit, tels que test de students du moins.